All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue encore une fois à tout le monde à l'intérieur, à l'extérieur de cette salle d'audience. Madame la greffière d'audience, veuillez annoncer l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges, situation en République des Philippines dans l'affaire le procureur contre Rodrigo Roy Duterte. Référence de l'affaire ICC 01 21 01 25 et nous sommes en audience publique. Merci beaucoup. Je demande maintenant aux participants de confirmer que les personnes présentes dans la salle d'audience sont les mêmes que les audiences d'hier. Monsieur le procureur adjoint. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Il y a quelques changements dans la composition de l'équipe du bureau du procureur. Je représente bien entendu moi-même le bureau comme hier. Et à mes côtés, il y a le premier substitut, Julian Nichols, qui était aussi là hier. Donc, et devant, M. Edward Jeremy, qui est substitut. Madame Robin Croft, substitut. Gio Jeong, derrière, associate trial lawyer. Madame Sylvie Wacom, également associate trial lawyer. Antonella Giordano, lawyer. Romina Bekiri, lawyer. Et enfin, M. James Miriti, notre case manager. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le procureur adjoint. Les représentants légaux des victimes. Bonjour Madame la Présidente. Seulement un changement pour nous aujourd'hui. Nous avons défection à la dernière ligne. Il y a Miss Gaia Conti qui ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Maître Matsida. Merci. Enfin, la défense, Maître Kaufmann. Good morning, Madam President. La défense, notre équipe reste la même aujourd'hui. Nous sommes appuyés par nos collègues philippins à la Galerie du Public. Monsieur le Président adjoint, vous avez la parole pour continuer les arguments sur le fond. M. Jérémy va présenter. Merci. Thank you, Madam President. Le procureur, merci Madame la Présidente, Mesdames les juges, je suis... Maître Jérémy, je vais vous présenter certains des éléments de preuve qui soutiennent la responsabilité de M. Duterte pour les chefs d'accusation 2 et 3. Ma présentation se fera en deux parties. La partie 1 pour les crimes poursuivis au titre du chef d'accusation 2, le meurtre de 14 cibles de grande valeur. Et la partie 2 sur des exemples de crimes poursuivis au titre du chef d'accusation 3. Ce chef d'accusation porte sur des meurtres et tentatives de meurtre de 43 victimes dans le cours de l'opération Barangay. Je vais commencer par une brève introduction. Comme vous l'a dit M. Nichols hier, la campagne de M. Duterte pour la campagne présidentielle s'est basée sur le fait qu'une fois élu, il mettrait en œuvre le modèle de tuerie de Davao à une échelle nationale. Et une fois investi en tant que président des Philippines le 30 juin 2016, c'est exactement ce qu'il a fait. Un témoin de l'intérieur a expliqué ce que signifiait la mise en œuvre du modèle de Davao.
onglet 49. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, Canal Évidence 2, le témoin a dit, je cite, « Cela signifiait qu'il voulait appliquer la méthode de Davao pour résoudre le problème de drogue au plan national, dans le pays tout entier. Cela signifie une politique de tolérance zéro pour les drogues. Et ce que j'ai compris, c'est que nous devions éliminer, neutraliser les vendeurs de drogue comme à Davao. Ce modèle impliquait également le paiement de récompenses pour ce type de meurtre. Madame la Présidente, Monsieur Duterte a porté à l'échelle nationale sur le territoire des Philippines ce modèle de Davao, avec les co-auteurs suivant le même plan et se servant de la même méthode. Lorsqu'il est devenu président, M. Duterte a nommé les co-auteurs de Davao, comme vous l'a dit M. Nichols hier, à des hauts postes de responsabilité au sein de la police et du gouvernement. Et à ces postes, M. Duterte et les co-auteurs avaient autorité sur des milliers de fonctionnaires de l'État, y compris ceux qui ont formé le réseau national que les co-auteurs ont utilisé pour commettre les crimes qui vous seront décrits un peu en détail par Mme Croft. Pour mettre en œuvre ce plan, ils avaient ce programme de lutte contre les drogues illicites aux Philippines. Et là, ce programme a été lancé par un document intitulé « Circulaire de commandement » numéro 16-2016. Il a été émis par le nouveau chef de la police nationale, Ronald de la Rosa, le 1er juillet, le deuxième jour suivant l'élection de M. Duterte à la présidence. Sur l'écran, vous voyez la première et dernière page de ce document, onglet 112 de notre classeur. Plan de lutte contre les drogues illicites, projet double barrel. Vous voyez qu'il est daté du 1er juillet 2016. Sur la première page, il y a une série de références pour le mémorandum. La première est la déclaration du président Rodrigo R. Duterte de se débarrasser des drogues illicites dans les premiers 6 mois de son mandat. Nous avons de nombreux exemples de ces déclarations inflammatoires. Sur la dernière page du document, la page 18, nous voyons une liste de distribution, d'ampliation qui reprennent toutes les personnes au poste de responsabilité, y compris le chef de la police, Ronald de la Rosa. Nous allons passer en revue certaines parties de ce document qui énoncent des instructions pour la mise en œuvre du projet double barrel. Nous commencerons par l'exécution du projet. Sur la page, au paragraphe 5, le PNP, la police nationale, entend gérer le problème de drogue illicite dans les barangays en même temps que le projet de neutralisation des barons de la drogue qui opèrent dans un réseau dans le pays. Vous noterez l'usage du mot « neutraliser ». Ce mot pourrait donner lieu à interprétation, mais les témoins de l'intérieur nous ont donné des éléments de preuve selon lesquels, au sein des Philippines, neutraliser voulait dire tuer. Et un témoin de l'intérieur en particulier nous a expliqué l'usage de ce mot « neutraliser » dans ce mémorandum de commandement.
Anglais 54. Le témoin a dit ce qui suit. Ils utilisaient le mot neutraliser pour accentuer l'ordre de meurtre du président Duterte parce que c'était la promesse que le président Duterte a fait même avant la campagne. Mesdames les juges, il y a des références aux droits humains, aux droits de l'homme dans cette citation et nous devons les relever. À la page 3 de ce mémorandum, il est dit, je cite, « La campagne de lutte contre les drogues illicites de la police nationale, projet double barrel, sera menée sur une approche double, projet Tokan et projet HVT. Le projet Tokan s'est focalisé sur le nettoyage des barangays affectés par la drogue. Dans la deuxième partie de ma présentation, je vais m'y appesanter. Pour la deuxième partie, le projet HVT qui porte sur le chef d'accusation 2, nous passons à la page 6 du document. Nous lisons ce qui suit. Le projet HVT est un déploiement d'opérations de lutte contre les drogues illicites, massifs et renforcés contre les syndicats de la drogue. Et comme vous le savez très bien, c'est dans le cadre du projet HVT que le procureur avance que 14 victimes au titre du chef d'accusation 2 ont été tuées. Et les victimes, les cibles de grande valeur ont été identifiées dans des projets et des prises de parole publiques de M. Duterte. M. Duterte a publiquement cité des personnes qui, d'après lui, étaient impliquées dans le circuit de la drogue et ont été des victimes dans sa supposée lutte contre la drogue. Le 2 août 2016, M. Duterte a eu une conférence de presse télévisée où il a cité 150 personnes qui seraient impliquées dans le trafic de la drogue, y compris Rolando Espinosa et Ronaldo Targino, ainsi que plusieurs autres membres de la famille Paroinor. Ces discours se trouvent à l'onglet 31. Nous allons jouer certains d'entre eux maintenant. Ronaldo Paraino, alias Andor, maire de la ville d'Osamé, Nova, princesse Paraino Chavez, qui était la femme, l'épouse de Rolango. Le jeune homme aux cheveux blonds, bien qu'il soit métis. Vous savez, partout où vous irez, je serai après vous. Même si je ne suis plus président, tant que j'ai une arme. Partout où vous irez, je vous attendrai, même si je ne suis plus président, tant que j'ai une arme. Et comme vous le savez, mesdames les juges, M. Duterte n'a pas dû attendre longtemps. Le 5 novembre 2016, le maire Espinosa a été assassiné, l'incident 13, et le 30 juillet 2017, le maire Praoinor, avec d'autres personnes, ont été assassinés, incident 14. Dans le clip que nous venons de voir, M. Duterte a mis l'accent sur son implication directe dans la préparation de cette liste. J'ai instruit la validation. C'est moi qui fais la lecture et je suis la seule personne responsable de ceci.
C'est une liste qui a été publiée ensuite par les médias sur l'article à l'écran. C'est la liste Duterte. Mesdames les juges, M. Duterte a continué à renforcer cette liste de cibles de valeur. C'était la liste du président Rodrigo Roa Duterte ou la liste PRRD en abrégé. Sur cette tableur Excel, vous voyez une série de photos, de cibles et de listes de noms. Et vous voyez maintenant la liste du PRRD, une liste de personnes qui ont été désignées comme des cibles de grande valeur. Et au bout de la liste, vous voyez certaines cases qui sont agrandies sur l'écran, qui mentionnent plusieurs régions des Philippines et identifient des noms, des informations et des personnes qui seraient des cibles de grande valeur. Et les personnes qui figuraient sur cette liste de PRRD étaient rangées à divers niveaux. Sur la diapositive à l'écran maintenant, vous aviez du niveau 1 au niveau 5. Le niveau le plus bas, niveau 1, c'était des officiers de police, des trafiquants de rue. Et au niveau 5, c'était les cibles de plus grande valeur, les financiers, les officiers de police et les grossistes. Et des récompenses étaient payées à chaque fois qu'une cible de grande valeur était neutralisée ou tuée. Ce sont des éléments de preuve répertoriés au paragraphe 52 et 99 de notre mémoire. Et ces récompenses ne faisaient pas partie du budget de la police nationale, mais étaient offertes par M. Duterte, qui offrait publiquement des récompenses pour des meurtres. Je passe sur les propos de notre témoin de l'Intérieur, onglet 54. Je cite, « Cette liste était utilisée par la police dans leurs opérations et si vous figuriez sur cette liste, vous seriez l'objet d'opérations de police. La plupart du temps, les personnes sur la liste étaient tuées. Donc, essentiellement, la liste PRRD était une liste de la mort. Monsieur Duterte a publié cette liste de manière publique à plusieurs occasions. Dans un autre discours télévisé le 2 février 2017, onglet 111, il a dit ce qu'il suit. Je vous présente l'industrie de la drogue des Philippines. Dans le même discours, nous voyons M. Duterte qui présente une autre page de la liste PRRD, réagissant à des critiques sur la base des droits de l'homme par rapport à sa lutte contre la drogue. Et ensuite, vous me dites d'avoir peur des représentants des droits de l'homme? Je vais leur fourrer ceci dans la bouche. Mesdames les juges, en ce qui concerne les droits de l'homme, comme M. Nichols l'a expliqué hier, lors de ses discours à Davao, M. Duterte, qui maîtrise le droit, essayait parfois de légitimer sa promotion de la violence de l'État. Et il a continué de le faire en tant que président. Par exemple, comme nous le verrons dans le prochain extrait vidéo, dans un discours du 20 septembre 2016, à l'onglet 130, il a dit ce qui suit. « S'il sort une arme, je le tue. S'il ne sort aucune arme, je le tue. Et tout ceci finira. Plutôt que de perdre l'arme, je m'occuperai de vous. »
Gravez ceci dans vos esprits. As long as I am the president, Tant que je suis le président, nobody but nobody, personne, no military personne, man or policeman aucun militaire, aucun policier n'ira en prison because they perform their duties. parce qu'ils ont mené à bien leurs tâches. C'est moi qui irai en prison, monsieur. Alors, dites juste, j'agis selon les instructions du maire. Donc, c'était là, monsieur, le message de monsieur Duterte aux militaires et à la police. Tuez, que votre cible soit en possession d'une arme ou pas, et moi, je vous protégerai. Et dans le même discours, s'il subsistait encore quelques doutes, M. Duterte a énoncé cette promesse de protéger. For as long as there is that power to pardon, Tant que j'ai possession de la grâce présidentielle dans la Constitution, je lutterai contre le crime. Si vous massacrez une centaine, then kayo, si on envoie une centaine, on vous reproche une centaine, vous obtiendrez la grâce présidentielle. all political Vos droits politiques et civils seront restaurés et vous aurez une promotion. Your Honours, as was so often the case, Mr. Duterte's message would Monsieur Duterte a vu son message amplifié et répété dans les médias. Vous le voyez sur l'onglet 88 qui suit. Duterte aux troupes. Massacrer les criminels, je vous offrirai une promotion. Dans le même discours, Duterte dit aux soldats qu'il ne leur demanderait jamais de faire quoi que ce soit d'illégal. out of one side of his mouth, quietly, Et c'est le paradoxe, mesdames les juges. this was Mr. Duterte D'un côté, M. Duterte, l'avocat, qui est pleinement conscient du risque judiciaire, du risque juridique une fois qu'il ne serait plus président, et de l'autre côté, très fréquemment, très fortement, il disait « Tuez, je vous protégerai, vous obtiendrez la grâce présidentielle, vous obtiendrez des promotions ». C'est ça, M. Duterte, l'homme fort, le président, qui instruisait le meurtre de barons de la drogue et d'utilisateurs, de consommateurs de drogue. M. Duterte, avec ses coauteurs, ainsi que la police dans la rue, comprenaient et ont exécuté son message de tuer. Je vais vous donner un exemple brièvement pour l'incident 13. Vous vous rappellerez que lors de la prise de fonction présidentielle, M. Duterte a clairement exprimé sa frustration par rapport aux maires qui étaient impliqués dans le trafic ou l'industrie de la drogue, et en particulier le maire Espinosa. Le 1er août 2016, M. Duterte a donné au maire Espinosa, qui était alors maire d'Albuera, 24 heures pour se rendre à la police où il donnerait un ordre de tirer à vue. Et le jour suivant, le maire Espinosa s'est rendu à la police nationale, au chef de la police nationale, Ronald Bato de la Rosa. Et le 5 août 2016, M. Duterte a fait le discours qui suit à l'onglet 129. Ce n'était pas convenable qu'il puisse se rendre à Bato. Je l'ai fait suivre et abattre comme un chien. Vous savez, si vous pensez à qui vous êtes, vous n'êtes que des chiens. on around the 5th of November 2016, a few months after Mr. Duterte, Quelques mois après que Rolando Espinosa was murdered, Monsieur Rolando Espinosa ait été pourchassé comme un chien, il a été tué le 5 novembre 2016 avec un autre homme, Raoul Yap. Cet incident est décrit dans notre mémoire comme l'incident 13. Le récit ou la version de la police par rapport à cet incident, c'était qu'il y a eu un échange de coups de feu entre les détenus Espinosa et Yap. Et des officiers de la police ont essayé de leur présenter des mandats de fouille.
Contrairement à ce que les éléments de preuve démontrent, vous avez des enregistrements de vidéosurveillance qui montrent que des armes ont été plantées dans leurs cellules et que des récompenses ont été payées pour leur meurtre. Onglet 8 de notre classeur. Monsieur Espinosa et Monsieur Yap figuraient sur la liste du PRRD comme au sein des individus qui étaient pourchassés et dont les noms ont été masqués par le procureur. Monsieur Rolando Espinosa est un maire et supposément un baron de la drogue. Roland Yap, qui est dans la colonne d'après, est également enregistré comme baron de la drogue. Au niveau 3 de la liste, l'arrestation de ces deux hommes séparément indique qu'ils ont été neutralisés. Et neutralisés, comme l'a expliqué un témoin de l'intérieur, voulait dire tués. Le jour de leur mort, le 5 novembre 2016, ils ont été marqués sur cette liste comme neutralisés. Sur la liste du PRRD sur les cibles de grande valeur, nous l'affichons à l'écran maintenant. Il y a une photo du maire Espinosa en t-shirt jaune sur la deuxième colonne à l'extrême droite. Vous voyez la photo qui a été agrandie. Sa photo a été barrée en rouge. Comme l'a confirmé un témoin, cela indique qu'il a été tué. Et si vous examinez de près cette liste, vous verrez que c'est la même liste que tenait M. Duterte lors de son discours du 2 février 2017. Pour des besoins de référence, onglets 48 et 111. Suite à ces meurtres, mesdames les juges, M. Duterte a continué à proférer des menaces publiques. Par exemple, le 9 février 2017, il a dit publiquement que les maires impliqués dans le trafic de la drogue devraient démissionner ou faire face à la mort. Nous l'avons enregistré. Je dirais aux maires, je fermerai la porte. Moi, à eux, je leur dirai, ce dossier que je vous ai présenté, trouvez votre nom dans ce dossier, monsieur le maire. Foiré, si votre nom est là, je vous tuerai. Les messages de M. Duterte au maire ne pouvaient pas être plus clairs. Si votre nom figure sur ma liste, je vous tuerai. Et si quelqu'un qui suit ces discours a encore quelques doutes par rapport à ses intentions, M. Duterte dit ce qui commente sur les meurtres extrajudiciaires. Vous verrez comment il balade son doigt pendant ses discours. Je n'ai pas besoin de me vanter. Je procéderai par des meurtres extrajudiciaires. Dans cette présentation, des responsables rient avec leur président pendant qu'ils se vantent de meurtres extrajudiciaires. Et dans les rues aux Philippines, les corps s'empilaient. Certains éléments de preuve attestent qu'à partir de ce discours, à partir du 9 janvier 2017, au moins 1500 personnes ont été tuées dans cette opération de lutte contre la drogue de M. Duterte, paragraphe 73 de notre mémoire. Quelques mois plus tard, en avril 2017, lors d'un discours que je ne ferai pas jouer, M. Duterte a appelé le défunt Espinosa, je cite, un enfoiré, après avoir cité plusieurs allégations de meurtre contre la police. Il a dit qu'il accorderait la grâce présidentielle et réinstituerait tout officier de police condamné et le promouvrait à des rangs plus élevés. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de ma présentation, à savoir les meurtres commis lors de l'opération des barangays, l'opération de nettoyage. Et cela fait partie du projet
double barrel, double canon que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vais commencer par la diapositive CMC numéro 16-2016 et donner un aperçu du projet double barrel. Comme vous pouvez le voir, le projet Tokang avait pour objectif, lisons la première phrase de ce projet, l'accélération de la lutte contre les drogues illicites dans les barangays concernés. En pratique, cela signifie le meurtre de certaines des personnes les plus vulnérables de la société philippine. Comme l'ont dit des témoins, les pauvres étaient souvent pris pour cible parce qu'ils étaient ceux qui étaient le moins susceptibles de déposer des plaintes contre la police. Pour citer un témoin, il a dit ceci. L'on disait que ceux à qui on devait appliquer l'opération Tokang étaient les pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas les moyens de déposer une plainte ou de se plaindre. De la même manière, un autre témoin a déclaré, et je cite, « D'après ce que nous avons vu ici aux Philippines, les gens qui ont été tués ou qui pourraient être tués étaient les pauvres, ceux qui n'avaient pas les moyens, les gens ordinaires qui n'étaient pas en mesure de déposer des plaintes contre eux. » Madame la Présidente, Mesdames les juges, le projet Tokang et les opérations y afférentes ont été mises en œuvre partout aux Philippines de nombreuses façons, comme cela est détaillé au paragraphe 75 de notre mémoire préliminaire. Et ces opérations ont suivi le même mode opératoire, comme nous l'avons expliqué au paragraphe 30 de notre mémoire. L'on identifiait la cible en utilisant la liste, on exécutait donc la cible dans le cadre d'une opération policière. Les armes, la drogue, l'argent ou une combinaison des deux étaient ensuite plantés dans les lieux du crime. Et les rapports de police étaient systématiquement falsifiés pour légitimer les opérations comme étant des actes d'autodéfense. Et dans ce contexte, comme l'ont expliqué des témoins initiés, la police utilisait souvent le terme « nalaban » que l'on peut traduire de la manière suivante, se battre contre les autres, donc pour décrire des incidents au cours desquels ils auraient abattu un suspect en légitime défense. Ces rapports étaient pour l'essentiel des rapports copier-coller, où les victimes étaient souvent blâmées pour leur propre mort. Et enfin, des récompenses officieuses étaient payées. Je vais me concentrer sur trois des incidents qui illustrent ce schéma de comportement. Le jour de l'investiture du président, le 30 juin 2016, le président Duterte a prononcé un discours à Tondo, à Manille. Et lors de ce discours, il s'est adressé au public qui était présent, y compris des femmes et des enfants. Je fais référence au... Donc je vais diffuser cet extrait. Je suis en colère. Même la police ici à Manille est impliquée dans le trafic de drogue. Je vous en supplie, restez à l'écart de tout cela, parce que sinon je vais vous tuer. Comme vous le constatez, le message de Duterte était clair. Restez à l'écart de la drogue, sinon je vais vous tuer. Et les assassinats à Tondo ont commencé presque immédiatement après qu'il ait prononcé ce discours, comme nous l'avons expliqué au paragraphe 126. Nous allons maintenant insister sur l'incident 23 survenu également à Tondo dans la soirée la nuit du 4 au 5 octobre 2016 ou autour de cette date. Comme vous le savez, mesdames les juges, les victimes alléguées de l'incident 23 étaient Benjamin Visda. Et dans un instant, nous allons voir un extrait vidéo qui montre M. Visda, juste avant minuit, portant une jaquette, des menottes, et emmené par deux agents de la police dont le visage est couvert. Nous allons diffuser cet extrait maintenant. Ils sont sur une moto. Nous voyons M. Visda qui est obligé de monter
Sur cette moto, il est entre les deux agents de police et au moment où on l'emmène, on voit des femmes et des enfants qui sont en train de courir après lui, probablement terrifiés de la perspective de ce qu'il allait advenir de lui. Environ 20 minutes plus tard, M. Vizda était mort, abattu. Il avait reçu plusieurs coups, plusieurs balles à la tête, abattu par les agents de police. Le témoin nous a décrit une scène et je vous préviens, cette image est très troublante. Je fais référence à l'intercalaire 77. Le témoin dit que la victime était allongée dans la rue, menottée, et elle était morte. On lui avait tiré des balles dans la tête 7 ou 8 fois. Le récit officiel de cet incident a été consigné dans un rapport qu'on appelle un rapport de situation en date du 5 octobre 2016, intercalaire 65. Et ce rapport, dont un extrait apparaît maintenant à l'écran, déclare que M. Vizda a été abattu par la police en légitime défense, après qu'il ait pris l'arme à feu d'un agent de police pendant qu'il était sur sa moto et qu'il était menotté. Il aurait tiré sur la police, mais qu'il aurait raté son coup. Comme cela est démontré par les éléments de preuve référencés au paragraphe 127 de notre mémoire préalable, ce récit est faux. Benjamin Vizda ne s'est pas défendu, il a été abattu par la police. Madame la Présidente, le projet Tokang a également été mené dans le cadre d'opérations OTBT. Il s'agit d'opérations policières de haute intensité à grande échelle qui aboutissaient sur plusieurs meurtres. Il y a eu une opération de ce genre à Bulacan, comme vous pouvez le voir à l'écran, entre les 15 et 16 août 2017. En août 2017, la police a publié un communiqué relatif aux opérations récentes, dans lequel on notait que 32 personnes avaient été tuées par la police à Bulacan dans le cadre de l'opération One Time Big Time entre les 15 et 16 août. Ce communiqué que l'on peut trouver à l'intercalaire 108 est affiché à l'écran maintenant. En titre, on peut lire ceci. 32 tués, 107 arrêtés et des armes à feu, des grenades et des drogues illicites nombreuses ont été confisquées dans le cadre d'opérations simultanées Big Time Operations. Et au bas de l'écran, on peut voir dans le dernier paragraphe, on a signalé qu'il s'agissait de résultats significatifs, une campagne intense de lutte contre les drogues illicites, connue également sous le nom projet Double Barrel rechargé. Et dans le communiqué, on nomme les 32 victimes de cette opération, y compris 3 victimes qui sont victimes visées par les incidents 28 et 29 dans le cadre de cette affaire, qui ont été tuées conformément au schéma de comportement qui caractérise les autres incidents visés par le chef numéro 3. Je fais référence au paragraphe 131 et 132 de notre mémoire préliminaire. Mesdames les juges, 32 personnes ont été tuées par la police à Bulacan, une seule province, dans le cadre d'une opération de 24 heures. Vous pouvez imaginer que ce genre d'incident aurait une signification nationale importante. Alors, qu'a été la réaction de Duterte à cela? Écoutons ce qu'il a dit. Ils ont dit que 32 personnes sont mortes hier, un peu plus tôt à Bulacan, dans le cadre d'un raid massif. C'est bien. Si l'on pouvait seulement tuer 32 tous les jours, eh bien, nous pourrions alors réduire les maux dont souffre notre pays. Tel était le message du président après avoir appris que 32 Philippins ont été tués. Il a dit à la police, bon travail, continuez votre travail, tuant encore 32 tous les jours. Et vous comprendrez que dans ce contexte, les tueries se sont poursuivies. Et cette phase de l'opération One Time Big Time s'est poursuivie jusqu'au 18
août 2017 et s'est traduit par de nombreuses morts. Comme l'a dit un témoin, c'était la saison de la chasse. C'était le à qui mieux mieux. Et le soir du 16 août, au milieu de cette tuerie, pratiquement en même temps que prononçait Duterte son discours à Bulacan, un jeune enfant de 17 ans appelé Kian de los Santos a été tué à Caloocan City, que vous voyez à l'écran maintenant. Il s'agit de... Et comme d'habitude, donc, la police a prétendu que cette jeune victime de 17 ans, Kian de los Santos, avait tiré sur eux et qu'il les a obligés à se défendre en tirant sur lui. Encore une fois, c'est la victime qui est blâmée pour sa propre mort. Or, cela est contredit par l'enregistrement vidéo où on le voit traîner cet enfant dans la rue et on les voit aussi lui tirer 2 balles dans la tête. Je vous préviens, la prochaine image est troublante. Nous voyons ici le cadavre de ce jeune enfant de 17 ans appelé Kian de los Santos. Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 36 de notre mémoire, cela a suscité un tollé aux Philippines et dans ces circonstances, de manière exceptionnelle, les auteurs directs de ces meurtres ont été poursuivis et ils ont été emprisonnés même. Et face à cette indignation populaire, Duterte a été obligé de retirer la police temporairement des opérations de lutte contre la drogue entre le 10 octobre et le 4 décembre 2017. Cela a mené à une réduction dans la fréquence des tueries. En annonçant ce retrait temporaire, Duterte a dit de manière sarcastique qu'il espérait que cela satisferait, et je cite, les médias et les tendres. Fin de citation. Et de cette manière, il a publiquement communiqué que ce n'était pas un effort légitime et réel pour empêcher la commission de crimes, mais plutôt une tentative temporaire pour apaiser les critiques publiques. Moins de 2 mois plus tard, Duterte a décidé encore une fois d'intensifier les opérations en ordonnant au PNP de reprendre la campagne et les tueries se sont intensifiées. Mesdames les juges, malheureusement, des enfants ont continué à être les victimes de ces tueries. Mesdames les juges, vous vous rappellerez qu'au tout début de sa présidence, Duterte a prononcé un discours à ton dos. Et nous avons vu une partie de ce discours un peu plus tôt. Je fais référence à l'intercalaire 127 sur notre inventaire des éléments. Et nous allons voir un autre extrait de ce discours maintenant. Les toxicomanes qui sont là, pourquoi vous ne les tuez pas? S'il s'agit d'un enfant de quelqu'un, si c'est l'enfant d'un toxicomane, vous devez les tuer. Ça ne fera pas mal. S'il s'agit de l'enfant de quelqu'un, soyez le tueur vous-même. Si l'enfant de quelqu'un est un toxicomane, eh bien, soyez celui qui va le tuer. Madame la Présidente, il convient de marquer une pause maintenant, de prendre un peu de recul et réfléchir à ce que nous voyons et ce que nous entendons. Il s'agit, en l'occurrence, du président des Philippines, du commandant en chef, de l'homme le plus puissant aux Philippines. Il est en train de pointer du doigt la foule et il est en train de dire au public de tuer l'enfant de quelqu'un d'autre. Tuez-les, non pas parce que ce sont des barons présumés de la drogue, ce ne sont même pas des criminels, mais simplement parce qu'ils ont peut-être une addiction, que ce sont des toxicomanes. Et c'est peut-être un exemple de ce que la défense a essayé de décrire hier comme étant le style de Duterte qui parle du cœur et qui parle de façon honnête et transparente. Je fais référence à l'intervention de la défense d'hier. Dans le cadre du même discours, M. Duterte a également s'est vanté du fait que pendant sa présidence, les salons funéraires feraient beaucoup d'argent. Passons cet extrait maintenant. Permettez-moi de vous dire ceci. À des moments comme aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'un salon funéraire, vous allez faire beaucoup de bénéfices.
Les petits salons funéraires ici, ça et là, vous n'allez certainement pas perdre d'argent. Et si vos activités baissent, je dirais tout simplement à la police, accélérez la cadence parce que les gens ont besoin d'argent pour leur commerce. Je vous le dis, je ne plaisante pas, je le dis sérieusement. Encore une fois, on a là le président qui assure au salon funéraire que s'il y a une perte d'activité, il dirait alors à la police d'accélérer la cadence pour que ces gens puissent faire de l'argent et faire des bénéfices. Et il a dit précisément qu'il ne plaisantait pas. Et comme mon contradicteur l'a dit hier, transcription 4, page 40, pour le président Rodi, sa parole était sa parole et les gens le savaient. Fin de citation. Dans ce contexte, pour conclure, je vais m'intéresser aux incidents 38 et 45. Comme vous le savez, mesdames les juges, lors de ces incidents qui sont survenus en 2018, à deux occasions distinctes, la police a détenu un enfant dont l'âge se situait autour de 14 ou 15 ans. Lors de chacune de ces occasions, la police a entouré du plastique autour de la tête de l'enfant pour qu'on n'entende pas crier et l'ont étranglé à mort avec un câble. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus terrifiant que d'enlever la vie à deux personnes dont la vie venait à peine de commencer. Et ces deux enfants qui ont été ainsi tués ont été vendus au salon funéraire qui ont profité de leurs cadavres, comme cela est expliqué au paragraphe 142 et 150 de notre mémoire préliminaire. Mesdames les juges, des enfants morts, eh bien, la police s'assure que les salons funéraires fassent des bénéfices. Et M. Duterte ne plaisantait certainement pas. Merci, mesdames les juges, de votre attention. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue, Madame Croft. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le procureur agent, pour votre présentation. Et maintenant, je pense que nous allons prendre une pause jusqu'à 40 minutes jusqu'à 11h30. Merci beaucoup. All rise, veuillez vous lever.